c'est parti, la Coupe du Monde est lancée et ce match d'ouverture a tenu toutes ses promesses, voire plus, on débrief. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue à la première d'une très longue série d'analyses. Alors ceux qui me suivent depuis plusieurs mois commencent à connaître un peu le format. Traditionnellement, je répartissais mes vidéos entre mes enseignements et mon top flop. Et alors j'ai conservé cette base, mais j'ai ajouté deux autres sections en amont, les enjeux, pour connaître un petit peu le contexte de la rencontre, et ensuite le scénario, qui est une partie un petit peu plus factuelle, pour ceux qui auraient tout simplement raté le match. Je sais qu'on va pas avoir tous l'opportunité de voir les Égypte-Uruguay de 14h, alors je me suis dit que ça pourrait être utile. Je vous laisse découvrir tout ça, c'est parti. Alors les enjeux d'un match d'ouverture de Coupe du Monde sont assez explicites. Déjà, faire bonne figure depuis les millions de téléspectateurs qui attendent ce moment depuis 4 ans maintenant, et ensuite, tout simplement, bien lancer son tournoi à soi, sur le plan comptable. Et depuis 2006 et la présence du pays organisateur dans ce match d'ouverture, parce que souvenez-vous, avant 2006, c'était pas le pays organisateur qui lançait le bal, c'était plutôt le champion du monde en titre, mais donc depuis 2006, il y a aussi cet enjeu de fédérer la nation, de créer un engouement porteur, et c'était particulièrement le cas de cette sélection russe, dont le désamour avec ses propres supporters se faisait croissant et commençait même à devenir un peu inquiétant. Cette génération-là, cette génération de joueurs russes, est en fait pas particulièrement appréciée. On parle souvent d'une génération ratée, sans joueurs frissons. Il faut dire que les derniers matchs de préparation avaient un peu œuvré en ce sens. La Russie n'en avait plus gagné un seul depuis septembre 2017. Alors en tout début de partie, les Saoudiens n'ont pas démérité et ont même plutôt dominé les Russes en pratiquant un jeu à une touche de balle autour de la surface qui rappelait un peu leur prestation plutôt convaincante contre l'Allemagne il y a quelques jours, mais ça n'a pas abouti sur de réelles situations et surtout ça a duré 5 minutes avant de faiblir un peu. La rencontre a ensuite été marquée par de nombreuses approximations techniques et du déchet, beaucoup de déchets, mais qui a un peu animé le jeu en offrant de nombreuses situations de contre, on y reviendra. Quand les Russes ouvrent le score à la 12e minute grâce à une tête au second poteau de Gazinski, c'est leur première vraie situation et elle doit beaucoup à la glissade d'un Saoudien en pleine surface. Mais progressivement, les Faucons ont multiplié les erreurs et ont offert des situations de contre à des Russes qui n'en demandaient pas tant. Cherichev, qui a remplacé Tsakaev, sorti sur blessure avant la mi-temps, en a profité pour doubler la mise d'un superbe enchaînement. La seconde période a été franchement morne. Djouba, un autre entrant, a inscrit le troisième but de la tête, un nouveau but de la tête, symbole de l'énorme domination des Russes dans ce secteur, avant que Cherichev ne place un extérieur délicieux en lucarne et que Golovin ne parachève son œuvre en inscrivant un 5e but sur coup franc, les deux dans le temps additionnel. Et donc mon premier enseignement, c'est que la Russie a largement triomphé, peut être très satisfaite de ce résultat, qui au-delà des 3 points gonfle même leur goal average, qui est souvent d'une importance cruciale en poule, mais pour autant tout n'a pas été parfait. Défensivement, les Russes ne respirent pas la sérénité, on a souvent vu Ignacevich et Kutepov se marcher dessus, couvrir les mêmes zones et laisser des espaces en défense, et parfois même se marcher littéralement dessus. Alors contre l'Arabie Saoudite, ce genre d'erreur ça passe encore, mais contre le tandem Suarez-Cavani, j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Et ensuite, avec le ballon, à part Golovin et Cherichev, et je vais revenir très vite, mais c'est très faible, il y a des lacunes techniques flagrantes dans l'entrejeu, beaucoup de mal à mettre le pied sur le ballon, et voilà, quand tu sors d'un match contre l'Arabie Saoudite avec 38% de possession, ça traduit des intentions de jeu ok, mais pas que, ou alors c'est des intentions de jeu bien contraintes. Et ensuite, la Russie se rassure à moitié seulement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a perdu sur blessure son maître à jouer de Tsakaev, qui est sûrement absent pour le reste de la compétition. Ça, c'est un vrai gros coup dur. Ensuite, j'ai distingué ce que j'ai appelé l'erreur tactique saoudienne. En fait, Pidi avait choisi de mettre en place un 4-3-3 avec un milieu en 1-2, donc une sentinelle. Et voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'était assez flagrant, mais ça a posé des énormes problèmes à la relance. Ça se voyait, l'Arabie Saoudite c'est une équipe qui aime avoir le ballon, qui aime combiner, qui aime jouer à ras de terre, et particulièrement contre les Russes, ils n'avaient pas le gabarit pour allonger le jeu, pour aller contester des duels aériens. Mais le problème, et on voit à quel point c'est important dans le football moderne, mais le problème c'est qu'ils ont des défenseurs centraux qui sont malheureusement des purs stoppers, qui sont incapables de proposer quelque chose balle au pied. À chaque fois qu'on les a retrouvés en possession du ballon, ils étaient en panique et avec une seule sentinelle basse pour combiner, en fait ils ont souvent perdu la balle et offert des contres aux Russes qui se sont régalés, ou alors ils ont été obligés d'allonger, voire parfois de dégager en touche. Et la preuve de tout ça, c'est qu'on a à peine vu les joueurs offensifs de l'Arabie Saoudite, on a à peine vu
Aldosari, qui est un vrai ailier, un vrai joueur pour moi. Al-Faraj a très rarement été trouvé. Bref, pour moi, ça c'était le problème majeur qui sautait aux yeux. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais voilà, c'est dommage parce qu'on sentait que ces milieux offensifs avaient du ballon, qu'ils étaient capables de belles choses. Ça a dû être un match terriblement frustrant pour eux. Et en gros, voilà, c'était ces premières courroies de transmission, les défenseurs centraux, qui étaient défaillantes, et ça a vraiment pesé sur la physionomie du match. Dernier enseignement, c'est ce tandem Golovin-Cheryshev. On connaissait un peu le premier, j'en avais parlé dans mon épisode d'OCDM sur la Russie, et apparemment Monaco est sur le coup. On avait un peu oublié le second depuis son passage raté au Real Madrid, mais ils nous ont tous les deux régalés. Une grande qualité technique, toujours la recherche du geste juste, comme ce petit piqué en pleine surface de Cheryshev juste avant le deuxième but, vraiment propre. Et ça nous a rappelé que la Coupe du Monde c'était aussi ça, les pépites qui émergent sur le devant de la scène, comme James Rodriguez en 2014, comme Arshavin à l'Euro 2008 pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, j'ai hâte de voir la suite maintenant. Et donc on passe un peu vite sur mon top flop, pour des raisons évidentes, j'ai choisi Cheryshev, 2 buts et quel but, et Golovin, un très bon coup franc, 2 passes D et une avant-dernière passe D sur le deuxième but, qui est peut-être son action la plus aboutie. Et enfin, Roman Zobnin n'a pas été mauvais, mais j'ai aussi trouvé l'arbitre Nestor Pitana très bon, aucune erreur et pas d'avantage octroyé à l'équipe organisatrice, c'est important, donc il est mon 3ème top. Et au niveau des flops, c'est facile, un nouveau tandem, mais cette fois c'est Osama et Omar Hawsawi. Les deux ont été tout à fait catastrophiques, atroces dans la relance et pas rassurants défensivement. Ils en prennent 5, et donc petite dédicace aussi au gardien Al Mayouf. Pas exemple de tout reproche à plus d'une reprise et aucune parade à signaler si mes souvenirs sont bons. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Quels sont vos enseignements de ce match? Quel a été votre top flop? Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce nouveau format de l'analyse? Trop long? Pas assez? Dites-moi tout dans les commentaires. Et à demain.